C'est un honneur de vous savoir très nombreux à suivre votre tout nouveau numéro de Sport Academy sur Sport 7 Télévision. Mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit puisque nous allons passer un bon moment ensemble avec l'un des frères de la célèbre fratrie, les Mandanda, à la personne de Rifi Mandanda, qui est de passage à Kinshasa et nous fait honneur de passer sur notre émission ici sur Sport 7 Télévision. Et sans plus tarder, nous recevons pour vous Rifi Mandanda, à qui nous disons bonjour et bienvenue à Kinshasa déjà. Bonjour, merci bien. Justement, c'est la première fois que vous soyez là. Exactement. Ouais. Comment vous trouvez la ville? C'est pas mal. Ça fait 4 jours que je suis là. J'ai pas encore fait tout le tour. J'ai fait le tour de la famille déjà dans un premier temps. Je trouvais ça important. Donc j'ai loupé ma grand-mère à 4 jours, qui est décédée avant mon arrivée. C'est comme ça. Elle avait atteint les 100 ans, donc elle a bien vécu. Oh, elle a atteint les 100 ans ici. Elle a atteint les 100 ans ici, donc voilà, et j'en ai profité pour voir le reste de la famille que je n'avais jamais vu. Donc faire connaissance avec tout le monde, même si on a eu des échanges par téléphone avec les parents, mais jamais vu en vrai, donc ça m'a permis de voir tout le monde et voilà, faire plaisir à la famille aussi. Justement, c'est vrai que vous portez un grand nom mondialement connu, justement, grâce à votre frère Steve Mandanda, Parfait Mandanda et vous également, parce que vous avez été joueur professionnel. Si vous pouvez nous dire concrètement qui est Rifi Mandanda? Rifi Mandanda, c'est le troisième fils de mon père Franck Mandanda Mpidi et de ma mère Brigitte Mandanda. Donc, quoi vous dire? Je suis moi, Rifi Mandanda, né en 1992 à Évreux. Et voilà, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre. Peut-être que vous en savez beaucoup peut-être sur moi. Justement, mais parce qu'on parle de Mandanda comme étant la référence de Steve Mandanda, qui est, j'ai envie de dire, le pilier de la famille un peu. Oui, c'est vrai, de toute façon c'est le Yaya, hein. C'est le grand frère, c'est lui qui a montré le chemin. C'est lui qui a commencé le sport en premier, c'est lui qui est parti en centre de formation en premier. Et nous, en tant que petit frère, on regarde ce que le grand frère ferait et on suit naturellement ce qu'il fait, quoi. Justement, vous êtes tous gardiens de but. Dans votre famille, vous êtes 4. Il y a Auvert, il y a Parfait, il y a Steve, il y a vous. Justement, pourquoi avoir été tous gardiens? Déjà, ça, c'est la question que beaucoup de gens qui sont en train de suivre cette émission se posent. Pourquoi vous avez la particularité d'être tous gardiens? Parce qu'il y a eu Steve qui vous a précédé? Je pense comme dans toutes les familles, on suit un peu celui de devant. Donc Steve a commencé gardien, Parfait a suivi derrière, moi j'ai suivi derrière et Auvert a suivi derrière. Après, c'est comme partout, hein. À l'époque, on n'avait pas forcément les moyens d'avoir des chaussures, d'avoir des gants. Donc quand Steve n'avait plus besoin de gants, il en avait des neufs. Parfait prenait, donc moi je prenais. Ça devenait naturel de mettre les gants et d'aller dans les buts. Donc on parlait tous le même langage. Donc à un moment donné, ça allait être bizarre d'avoir 3 langages de gardien de but et un langage de défenseur central. Justement, ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Justement, vrai. Et comment est-ce que vous avez commencé le foot? Ça a été à la maison? Steve était déjà vieux, ouais. Il était un peu vieux par rapport à vous. Il est parti un peu tôt de la maison. Et vous, qui vous a donné le goût du football et vous avez commencé où? En fait, moi, on a tous commencé d'ailleurs à l'ALM Évreux, sauf Auvert qui a commencé à l'US Lusitanos. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on habitait à la Madeleine, où le stade de foot était collé à notre quartier, quoi. Et l'activité la moins chère à ce moment-là, c'était le foot. Et l'activité qui nous réunissait tous à part l'école, c'était le foot aussi. Donc je pense que la plupart du quartier de la Madeleine a joué à Évreux. Et après, il y en a énormément qui sont sortis. Il y en a qui n'ont pas fait carrière, mais il y en a énormément qui sont sortis de l'ALM Évreux. Mais je pense que voilà, c'était l'activité la moins chère du moment à cette période-là. Et l'activité qui nous réunissait tous en dehors de l'école et des city-stades. Raconte-nous un peu comment vous êtes devenu pro, parce que je rappelle aux téléspectateurs de Sport 7 que non seulement vous avez évolué
avec l'équipe de France, mais vous avez été joueur professionnel. Ouais. Raconte-nous, comment ça s'est passé c'est avec quel club que vous avez signé pro en premier? Et moi, j'ai signé pro avec le Stade Malherbe de Caen. Donc, C'était en quelle année? j'avais 16 ans. L'année, je ne saurais plus. J'avais 16 ans. En fait, ça a été très bizarre parce que en fait, ma négociation de mon contrat, c'était pour un contrat stagiaire et je finis avec un contrat élite. Ok. Donc moi, j'étais parti pour signer 2 ans de contrat, 2 ans stagiaire et après faire les 2 ans et voir si je vais signer pro derrière. Mhm. Et mon agent à l'époque, qui était Étienne Mendy, qui me dit écoute, j'ai réussi à négocier un contrat élite qui dit 2 ans stagiaire et 3 ans pro. Donc super, hein, super, j'étais super content. Et dans la foulée, bah, il y a eu hécatombe de blessures chez les pros. Donc à 16 ans, je me retrouve numéro 2 au Stade Malherbe de Caen, avec Alexis Thébault en numéro 1. Et ça part de là, quoi. Comment ça s'est passé? Vous avez eu de chance de jouer là-bas ou c'était justement un passage à vide? Malheureusement, j'ai pas eu la chance de jouer chez les pros avec le Stade Malherbe de Caen. Comme je l'ai dit, il y a eu hécatombe de blessures. Donc je fais numéro 2 pendant 7-8 mois. Derrière, tous les gardiens reviennent. Donc on se retrouve à 5 gardiens professionnels. Et moi, à cet âge-là, bah, j'ai goûté au banc des pros. Je ne veux plus retourner dans ma catégorie qui était U19 ou réserve. Je veux jouer chez les adultes, quoi. Donc chez les pros à Caen, c'était pas possible parce qu'il y a eu les retours de tout le monde. Donc à 17 ans, je demande à être prêté. Mais comme j'étais encore sous contrat stagiaire à ce moment-là, je ne pouvais pas être prêté. Donc on a résilié mon contrat pour me mettre en contrat pro sur 5 ans directement. Donc je suis prêté, je pars en prêt à Tarbes Pyrénées Football. Donc c'est pour que je puisse avoir du temps de jeu chez les seniors. Et donc je fais mon premier prêt à Tarbes Pyrénées Football où ça se passe très très bien. On finit 3e, je crois. On loupe la montée sur la fin. Ensuite derrière, je veux revenir à Caen, mais c'est toujours bouché. Franck Dumas, le coach, n'est plus là. C'est lui Qui vous avait offert la chance? qui m'a offert cette chance-là. Ouais. Et c'est lui qui avait confiance en moi et qui m'a donné ce contrat pro-là aussi, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas trop, tout ce qui est directeur sportif, etc. Ouais. C'était le coach qui décidait un peu de tout. Ouais. Voilà. Et Franck Dumas n'est plus là, donc c'est Patrice Garande qui prend la relève. Et là, il me dit, bon, il faut que tu joues encore une saison, et puis il n'y a pas de place, donc ça ne sert à rien que tu reviennes pour jouer avec la réserve. Donc ok, là j'ai quelques clubs de national qui me sollicitent et je décide d'aller au Port-et-Survie en national. Et là à cette époque-là, bah, j'ai 18 ans. Où ok, à l'époque c'était la CFA. La CFA je l'avais, c'était bouclé ok. Et qui est aujourd'hui national, hein? Qui est aujourd'hui N National 2. National 2, voilà. National 2. Et là j'arrive en national où je prends une gifle. Okay. Je me dis. C'était quoi une gifle? C'était quoi cette gifle? Bah, là, vraiment, en fait, là, j'ai vraiment côtoyé les pros qui ont faim. Les pros qui ont faim, le football national qui est difficile. Et là, je me dis, ah putain, la N2, ça allait. La Ligue 1, je m'entraînais avec eux, ça allait. Mais la nationale, c'est difficile. C'est très difficile. Ça joue pas le même football, ça va au duel. Il y a des difficultés, c'était à quel niveau? C'était à quel niveau? À tous les niveaux. À tous les niveaux. On a les stades qui sont pas ceux de la Ligue 1. Yeah. On a. Il n'y a pas d'ambiance. Comment? Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas trop d'ambiance. Okay. Moi j'ai 18 ans, là on a des vieux de 31, 32 ans où eux, c'est tous les week-ends, il faut qu'ils fassent manger les enfants. C'est les enfants à la maison. Moi j'avais pas d'enfants à cette époque-là, donc j'étais libéré de tout ça, je jouais sans. Mais pour eux, voilà, c'était la guerre, quoi. C'était la guerre et pour être là, ils ont cravaché, ils sont passés par plein de clubs différents. Où là, je suis arrivé un peu en difficulté. Où ils me mettent un concurrent qui avait déjà joué en Ligue 2. J'arrivais en tant que numéro 1. Hein. Mais je pense que j'ai pas su déjà mentalement me rendre compte de la difficulté. Je pense que je suis arrivé un peu les mains dans les poches. Je me suis dit, j'ai des qualités, je vais jouer. Et je suis arrivé avec un mec qui venait de Ligue 2, qui avait faim, qui était peut-être pas meilleur que moi, mais qui avait beaucoup plus faim, qui avait la dalle. Voilà. Donc sur les matchs de prépa, j'étais pas au niveau. Il m'est passé devant sur les matchs de prépa.
Et bon, je me suis dit, bon, on va se retroucher les manches, on va faire le job. On va un petit peu sauter pour Ouais. parler de l'Ajaccio. Comment, avec toutes ces difficultés, vous vous retrouvez à Ajaccio où vous étiez quand même titulaire. Vous avez joué beaucoup de matchs Ouais. avec ce club d'Ajaccio. Comment s'est passé ce rebondissement de National en Ligue 2? Bah, je pense que ces difficultés-là que j'ai connues en national m'ont aidé à aller chercher le contrat à Ajaccio. Parce que moi, je finis mon contrat, bon, je passe plein d'étapes, hein, mais j'ai été prêté après le Poiré-sur-Vie à Compiègne, à Uzès-Pont-du-Gard, en national. Ensuite, derrière, je fais un an à la cave à Caen, où je joue pas, où je m'entraîne avec la réserve, où c'est très dur. Donc tout ça m'a forgé. Et, et entre-temps, je vais en essai à FC Sion, Ok. à Wolverhampton, En Suisse. en Suisse, à Wolverhampton en Angleterre, où je dois signer, mais je ne signe jamais. Pourquoi? Aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire. Une fois là-bas, on me dit c'est bon. Une fois revenu, C'est mort. c'était mort. Donc bon, c'est comme ça. Et derrière, j'ai mon agent qui m'appelle, qui me dit écoute, il y a une opportunité à Ajaccio. Faire un essai dans un premier temps, et après on verra. Donc j'ai été à l'essai avec la dalle. J'ai fait ma semaine. Et ils me disent on va vous rappeler, rentrez chez vous. Putain, je me suis dit ah ça y est, c'est bon. J'étais à Wolverhampton, j'étais à Sion, j'étais à Molde en Norvège. Et je vais à Ajaccio. Terminé. Ah donc, la Norvège, c'était, on va y arriver, je rappelle aux téléspectateurs, la Norvège était déjà Ouais. de passage dans votre vie Bah, j'avais été à Molde en Norvège, une semaine en d'essai. 2-1. Comment 2-1 Norvège. Ouais. Molde qui a fait la Ligue des Champions, Ouais, etc. justement. Donc je fais l'essai, ça se passe bien. Le gardien doit signer à West Ham. Normalement, je dois signer parce que le gardien part. Ouais. La visite revient à Molde, donc je reviens chez moi. Ok. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà, je fais pas mal d'essais. J'ai jamais eu de retour négatif, mais j'ai jamais signé. Donc bon, comme Voilà. ça. Ajaccio. Parce que Ajaccio. moi, je me rappelle à cette époque, quand vous avez commencé à jouer à Ajaccio, Ouais. on a commencé déjà à parler de vous à l'équipe nationale, tout en sachant que vous étiez au tournoi de Toulon 2 ans plus tôt. Ouais. En France, on va y revenir. Raconte-nous un peu, parce que c'est une période très importante dans votre carrière à Ajaccio. Comment ça s'est passé à Ajaccio? Ajaccio, bah, c'est un club que j'oublierai jamais parce que c'est le premier club qui m'a donné cette chance de jouer dans le monde professionnel. Première année qui se passe très très bien, où j'arrive numéro 2. Et on joue contre Tours, bagarre générale. Le gardien numéro 1 met un coup à un joueur, suspendu 10 matchs. Et là, pas le choix. Ok. Pas le choix. Et j'avais déjà fait un premier match de coupe qui était à Lens, Ouais. où on les sort au penalty, où je fais un peu l'idiot sur la séance de penalty, Ok. où j'en sors 2. Il y a déjà ça qui me met déjà En confiance. Et ensuite, let's go. Premier match de suspension du gardien, je joue. Et on était sur des séries de défaites. Premier match, victoire. On a enchaîné les victoires. Et derrière, je bouge plus. Ok. Et ça parlait déjà de l'équipe nationale à cette époque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais nous, à Kinshasa, vers 2014-15, on entendait parler de... Voilà, il y aurait peut-être un autre mandat à l'équipe de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, mais nous allons y arriver. Après l'épisode de Ajaccio, il y a eu pas mal de choses. Vous êtes parti un petit peu en Norvège, où il y a eu le Stade Rennais tout récemment, Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer. Créteil. Comment ça s'est passé tout ça? Comment vous avez géré tout ça? Après Ajaccio, moi je fais 3 ans à Ajaccio. Où ma dernière année ne se passe pas comme prévu. Parce que je me blesse sur ma deuxième année, aux adducteurs. Opération, je récidive 2 fois. Où je fais une moitié de saison. Ensuite, il y a Bastia qui coule. Il y a Jean-Louis Léca qui ne trouve pas de club. Bon, il est à Bastia et à Ajaccio. Il signe à Ajaccio, il devient titulaire. Ouais. Malgré ça, je joue quand même les barrages pour la montée en Ligue 1 Ligue 1, contre Toulouse. Donc bon, dans mon malheur, il y a cette dernière finale aussi qui m'a fait du bien sur la fin. Ouais. Donc après derrière, moi j'ai Boulogne-sur-Mer qui me contacte très vite et je voulais pas attendre.
Moi, j'avais les enfants, Il fallait travailler. il fallait travailler. Ouais. Et je voulais pas prendre le risque d'attendre, regarder les autres à la prépa et attendre que mon téléphone y sonne. Non. J'ai Boulogne-sur-Mer qui m'appelle, qui me propose un projet cohérent, qui avait fini, je crois, 4e l'année d'avant. Ouais. L'objectif, c'était la montée. Donc, et ça faisait longtemps que j'étais loin aussi de la famille, de Paris, etc. Donc, ça m'a rapproché aussi de la famille qui vit à Paris. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Il faut y aller, tenter la chance. Ouais, oui, pourquoi pas, et essayer d'aller jouer la montée, quoi. Malheureusement, on finit pas loin de la montée aussi. Et derrière, bah, j'ai des sollicitations en Ligue 2. Le club arrive à me convaincre de rester. Donc je reste et j'étais sous contrat. Donc quoi qu'il arrivait, ça allait être compliqué de partir. Et voilà, on fait le début de saison avec un nouveau coach, Laurent Guyot, où ça se passe bien jusqu'à ce que je me blesse. Jusqu'à ce que je me blesse et que je me blesse peut-être 1 mois et demi. À mon retour, l'équipe avait bien tourné, donc il me met sur le banc. Après, il faut savoir que j'avais un caractère quand même assez dur. Assez dur. Et bon, j'étais capitaine de l'équipe. J'avais quand même donné beaucoup pour le club. Et j'ai mal vécu Cette situation. cette situation. Donc il me dit, écoute, tu seras sur le banc, tu reviendras en mois de janvier. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit, quand vous avez signé ici, vous avez besoin de moi, vous m'avez téléphoné, je vous ai aidé. Là, aujourd'hui, c'est moi j'ai besoin de vous, il faut que vous m'aidiez. J'étais à 2 doigts de partir en Ligue 2, je suis resté parce que vous m'avez appelé, parce que le directeur sportif m'a convaincu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me mettre sur le banc. Donc, il a mal pris ce que je lui ai dit. Et après, c'est moi aussi, ça fait partie de ma carrière aussi, où c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision d'être agent, parce que j'ai fait des choix qui ont été mauvais et j'en ai subi les conséquences. Donc aujourd'hui, mon expérience fait que je pense que je suis armé pour aider les jeunes, pour les accompagner, pour les conseiller. Quand vous le dites, vous avez fait des choix qui ont été mauvais. C'était quoi? Vous étiez pressé? Qu'est-ce qui poussait? En fait, je ne supportais pas de ne pas jouer. Il fallait que je joue à chaque fois. Mais ce que j'avais pas compris, Il y avait également c'est que l'ombre du frère, du grand frère, il y a toujours eu l'ombre du qui frère. faisait en sorte que vous puissiez ne pas être patient. En fait, j'ai toujours joué, moi. Tout quand jeune, j'ai toujours joué. Et en fait, le fait de m'asseoir et regarder mon équipe jouer, j'arrivais pas à le comprendre. Même en jeune, pour moi, je suis parti en prêt beaucoup trop tôt. À 17 ans, partir en prêt, pour moi, c'est trop tôt. Donc, j'aurais dû patienter. Parce que moi, je pars du principe où, quand tu es là, on te voit. Si tu es performant, on t'a vu. Mais quand tu n'es pas là et que tu es en CFA, à l'époque, c'était pas filmé, donc on ne te voyait pas. Si ton coach ne se déplaçait pas te voir, voilà. Donc ta progression, c'était soit tu étais sollicité par d'autres clubs, donc ça lui mettait la puce à l'oreille, justement. Soit il ne savait pas. Raconte-nous un peu l'épisode de la Norvège, Ouais. de Kongsvinger, justement. Rapidement, hein, avant de parler un petit peu de l'équipe de France, parce que vous avez également joué en équipe de jeunes de l'équipe de France, avant de rallier, comme je l'ai dit tantôt, les tournois de Toulon en 2013 avec la génération Chancel Mbemba et Marcel Tisserand. Comment ça s'est passé? Parce que généralement, les joueurs français issus de France ne vont pas rarement en Norvège. Comment ça s'est passé là-bas? Franchement, c'est une expérience que j'ai bien aimée. Même si comme ça, entendre, c'est bizarre, en Norvège, il fait froid, ceci, cela. Mais c'est une expérience que j'ai bien aimée parce que j'ai été bien accueilli. J'ai été très bien accueilli. Le football était... franchement, les philosophies de jeu étaient très, 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 très bonnes. Et même les conditions d'entraînement, les conditions de déplacement, je ne voyais pas ça comme ça. Okay. Donc j'ai bien aimé mon épisode en Norvège. Et voilà, j'aurais pu continuer sur la Norvège, mais la localisation du club ne permettait pas de rester avec ma famille. Okay. Donc la famille occupe une place très importante dans votre vie. Ouais. À mes enfants, je peux pas moi être en Norvège à Paris. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut mon équilibre de vie. Parlons un peu de l'équipe de France. Parlons un peu de votre carrière, votre courte carrière en équipe de France de jeunes. Comment ça s'est passé? Et
Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous retrouviez au tournoi de Toulon en 2013? Parce que vous faisiez partie de cette génération. Ouais. Bon, équipe de France, après, j'ai fait les jeunes, hein, j'ai fait 17, 18, 19 ans. Euh, c'est bien passé, hein, et après, on passe un cap au-dessus. Il y a d'autres gardiens qui avaient déjà joué au-dessus, etc. Moi, c'est Sébastien Minier qui m'appelle. Donc, Sports de Toulon. Et je connaissais parce que Steve était passé par le Festival des Sports de Toulon. C'était quand même un tournoi assez réputé. Et là, il me dit, il y aura Marcel Tisserand, Harrison Manzala, il y avait Chancel Mbemba, et donc il y avait pas mal de bons joueurs. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Je me suis dit, c'est pas un dépaysement de suite. Parce que j'étais encore jeune, Ouais. donc je connaissais pas la sélection. Ah oui, du là Congo. on parle de 2013, ça Eh fait oui. 13 ans aujourd'hui. Oui, c'est clair. Et bon, il y avait déjà Parfait qui avait été en sélection du Congo, mais je découvrais quoi. Et à cette époque-là, c'est pas nous, enfin on nous appelait pas. Je pense qu'on était, Marcel, moi, on était dans les premiers euh, jeunes à faire un tournoi en France avec le maillot Congo. du Congo, ouais. Exactement. Donc même si je sais que derrière il y a Parfait a joué aussi avec le Congo en France, mais un tournoi de ce style-là, je pense que voilà, c'était une première pour le Congo. Ouais. On a été les premiers Français, parce que je pense qu'on a même joué des fois avec un 11 de Français entre guillemets. Entre guillemets. Donc non, je pense que ça a été bien pour tout le monde, pour nous, pour le Congo. Et ça nous a permis aussi de voir ce que c'est de jouer sous les couleurs du Congo, les vibrations de l'hymne national. Justement, et ironie du sort, la RDC reviendra bien sûr au tournoi de Toulon cette année, hein, justement. Ironie du sort, 13 ans après, la RDC va découvrir les tournois de Toulon cette année. Et dans cette génération, il y avait, vous avez cité le nom de Chancel, il y y Harrison Manzala, il y avait qui encore? Vous avez fait quelques matchs, non, avec Oui, cette oui, élection? Oui, il y avait qui encore? Il y avait. Putain, il y était beaucoup. Hein. Mike Sestor, je sais pas si ça vous parle. Ouais, en Angleterre. Sestor, ouais. Il a joué en Italie également, Mike Il a joué Sestor. en Italie par également, après, ouais. Il y avait Clinton Mata aussi, je comprends pas pourquoi il a changé. Clinton Mata, il est allé en Angola, il a joué pour l'Angola. Il était là aussi. Ouais. Donc voilà, on avait sur le papier, on avait une bonne équipe. Hein. Et qu'est-ce qui a bloqué la suite pour rejoindre la sélection? Parce que quand on parlait déjà de l'Ajaccio, moi j'étais là, on parlait, la prise de fonction de Idengue, il y avait des noms, on entendait souvent. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, tout le monde me dit il a refusé la sélection. J'ai jamais refusé la sélection. C'est juste que une fois, c'est mal tombé parce que je me suis blessé. Parce qu'ils m'ont appelé à Boulogne-sur-Mer. Je me suis blessé, la blessure qui me fait partir de Boulogne. Donc je me blesse à ce moment-là, donc je ne peux pas aller en sélection. Une fois, j'ai le coach Mbego au téléphone qui doit m'appeler, jamais. Et une fois où j'ai pas compris, la sélection tombe, mon nom sort. Le lendemain, mon nom change, ça devient celui de Parfait. Donc jamais compris. Et comme c'est celui de mon frère, moi ça me va, moi. Si c'est pas moi, c'est mon frère, je suis content. On vous a jamais donné d'explication? Jamais eu d'explication. Et aujourd'hui, on me dit Rifi a refusé la sélection. Jamais. Et quand la convocation arrive, elle arrive d'abord en club. On ne vous avait pas informé? Moi, j'ai reçu une seule pré-convocation. Une seule. On m'a toujours téléphoné, on m'a mis mon nom sur les réseaux, sur la liste. J'ai jamais reçu de convocation officielle. Rufi a terminé sa carrière à 29 ans. Ouais. Pourquoi? Comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de clubs. J'ai commencé très tôt. Et j'avais besoin de voir autre chose, de vivre autre chose. J'ai jamais été un amoureux du vestiaire, un amoureux du football. Je suis un passionné et j'aime le football. Mais c'est pas. C'est pas votre tasse de thé, quoi. C'est surtout le vestiaire. Surtout le vestiaire et la génération d'aujourd'hui. Moi, à mon époque, on ramassait les chasubles, on portait les buts. Aujourd'hui, tout le monde porte le but, tout le monde ramasse les chasubles. Et moi, je suis de l'époque où les jeunes respectaient les plus vieux. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de respect. Et c'est dû à quoi, selon vous? À la manière dont le football évolue. Parce qu'à votre époque, il y avait également de l'argent. Il y avait beaucoup d'argent déjà. Il y avait un peu moins que maintenant quand même.
En tout cas, jeune, on avait tous ce contrat à la charte, hein. Aujourd'hui, il y a des primes de je sais pas combien, il y a des salaires de je sais pas combien. Donc les jeunes, ils se permettent de faire, dire des choses que. Et, euh, et c'est ce qui me plaisait le moins dans un vestiaire. C'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus de respect entre anciens et jeunes. Et, euh, et ouais, non, je voulais sortir de tout ça, je voulais faire autre chose et je voulais surtout accompagner, accompagner et conseiller. Accompagné et conseillé, à 29 ans, vous arrêtez avec le football professionnel. Ouais. Là, vous êtes officiellement agent sportif. Comment ça se passe? Aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. J'ai plusieurs casquettes. Euh, Dans un premier temps, quand j'ai arrêté, bah, c'est agent sportif. Et dans un premier temps, j'ai ouvert un domaine de réception l'année dernière pour tout ce qui est mariage, séminaire, etc. En France, là. en France. Donc ça me permet aussi de sortir du monde du foot. Et voilà, aujourd'hui j'ai principalement ces deux casquettes-là. Et agent, ça se passe bien. Ça se passe bien même s'il y a des difficultés comme partout, hein. Mais ça se passe bien. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est transmettre, conseiller, même si des fois, ce qu'on dit n'est pas écouté, n'est pas. Mais c'est. Voilà, moi j'ai quand même tout vécu, la Ligue 1, la Ligue 2, le National 2, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Sélection France, Sélection Congo. J'ai joué des barrages de montée en Ligue 1. J'ai quand même joué énormément de choses. J'ai quand même fait beaucoup de clubs. Euh, des très beaux clubs, des clubs un peu Un moins peu moins bien. huppé. Donc je pense être une bonne personne pour conseiller. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait beaucoup de mauvais choix Ouais. dans votre carrière. Aujourd'hui, en tant qu'agent, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune Quinois, un jeune Congolais justement, et un jeune Français qui aura également l'occasion de suivre cette émission? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ceux avec qui vous travaillez? Vous leur dites quoi exactement en tant qu'agent sportif aujourd'hui? Après, ça dépend aussi. C'est, par exemple, le poste de gardien de but. Je ne vais pas dire la même chose au gardien de but qu'à l'attaquant. C'est gardien de but, si tu es numéro 2, patience et travail. Patience et travail. Attaquant, c'est patience, travail et saisis ta chance. Comment ça se passe aujourd'hui avec la réalité? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est agent sportif, hein. Apparemment, il y a tellement d'argent que tout le monde va faire ce métier. Est-ce que c'est ce qui vous motive dans cette fonction-là? Aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que les frères se transforment en agents, les parents se transforment en agents, les cousins, les oncles se transforment en agents, mais personne ne sait ce qu'est vraiment le métier d'agent. Alors c'est quoi? C'est quoi le métier d'agent? Le métier d'agent, déjà, c'est d'avoir les bons conseils. D'avoir les bons conseils, de connaître son joueur, de suivre son joueur. Aujourd'hui, les joueurs d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes. Moi, à l'époque, mon agent, je le voyais une fois par an. Aujourd'hui, les joueurs, ils veulent qu'on les voit limite toutes les semaines. On doit les appeler tout le temps. Donc, il faut regarder les matchs. Parce que si tu dois vendre ton joueur et que tu ne le connais pas, comment tu fais? Donc, il faut regarder les matchs. Il y a aussi tout l'aspect mental. Il y a des jeunes qui ont du mal à parler aux parents. Nous, à l'époque, je n'allais pas voir mon père. Ah, papa, je suis pas bien, j'ai mal joué. Là, il est de nous. Mais voilà, aujourd'hui, ils se confient à nous. On est comme des grands frères pour eux. Et moi, c'est pour ça que j'aime pas trop ce nom agent, parce que beaucoup de personnes le salissent. Et voilà, moi, je suis plus conseiller, j'accompagne. Et voilà, moi, mon but, c'est de prendre un jeune de 13-14 ans et l'emmener en Ligue des Champions. Vous êtes de passage à Kinshasa. Comment vous voyez la ville? Je vous ai posé cette question au début. Est-ce que vous savez qu'il y a des affaires à faire ici? Qu'est-ce qui ne vous motive pas de venir également s'installer ici et de faire le travail avec le jeune Congolais? Après, je connais le football congolais un peu de loin par la première division et l'équipe nationale. Mais en termes de jeunes, j'y connais rien. Donc, je viens d'arriver, je découvre, je vais observer. Parce que je ne peux pas arriver
et me jeter comme ça, et observer, demander, me renseigner. C'est des gens comme vous qui allez me conseiller parce que je ne connais pas. Et ensuite voir ce qu'il y a à faire. Après, il y a aussi cette chose qui est compliquée parce que les jeunes ne peuvent pas venir en France à 15, 16, 17 ans, il faut attendre 18 ans. Entre les 13 et les 18 ans, on les a vus, il faut qu'il y ait eu un travail de cohérent. Faut que le petit soit sérieux pendant ces années-là. Il faut que le club soit sérieux pendant ces années-là. Donc, parce qu'un club, s'il se positionne sur le petit à 15-16 ans, il va l'inviter de temps en temps. Mais entre-temps, entre ses 16 et ses 18 ans, il faut qu'il progresse. Il y a une difficulté aujourd'hui. Le football de jeunes congolais, quinois en particulier, connaît beaucoup de problèmes. Est-ce que, à votre niveau, il peut y avoir des solutions à apporter? Justement, parce que quand vous parlez des 13, 14, 15, 16, 17 ans, ce sont des jeunes qui sont, j'ai envie de dire, délaissés à l'air de ce sort. Ils sont talentueux, mais il manque des structures. Est-ce qu'il y a justement des structures qui peuvent les permettre de pouvoir exercer ce début de carrière? Aujourd'hui, à mon niveau, je pense que moi, je ne peux rien faire à mon niveau. Mais par contre, je pense que ce que la fédération peut mettre en place déjà aujourd'hui, c'est de mettre de la compétition pour les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, des jeunes de 13, 14, 15 ans ont besoin de jouer contre d'autres équipes de leur catégorie. Comme tu m'as dit, il n'y a pas de championnat jeune. Pour moi, il faut créer un championnat. Il faut que les petits jouent tous les week-ends, qu'il y ait un classement, qu'il se passe des choses. Qu'il se passe des choses déjà au niveau de la Fédé. J'y connais rien, mais déjà mettre un championnat. Mettre des choses solides. On va parler de l'équipe nationale. Nous sommes à un mois de la Coupe du Monde, tout juste un mois. Mais avant de parler de la Coupe du Monde, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Votre frère a joué à l'équipe nationale, mais il n'a pas eu la chance de jouer à la Coupe du Monde. Lequel? Parfait. Parfait. Ouais. Justement, Steve, il a même été champion du monde. Ouais. Hein. Vous avez un frère champion du monde dans la famille. L'équipe nationale de la RDC a retrouvé la Coupe du Monde après 52 ans. Comment vous avez vécu cette qualification? Vous étiez où déjà en cette soirée-là? J'étais chez moi. Regarder le match à la télé. Déjà, d'abord, moi, la personne que je veux féliciter dans tout ça, c'est mon frère, Parfait. Parce que je pense qu'il a fait partie de ceux qui ont ouvert la voie. Parfait a fait partie des premiers à aller en sélection. Donc déjà, je tiens à le féliciter parce que je pense que si il y avait lui, il y a les Youssouf, je pense que s'ils n'ouvrent pas la voie, on a 2007, du retard. 2008, ouais. Oui, donc il y a tout cela, il y a les Distel Zola, il y en a plein. Hein. Donc s'ils n'ouvrent pas la voie, on n'y est pas aujourd'hui. Ouais. Donc ils ont ouvert la voie aux binationaux et à tous les autres. Il a même été médaillé de bronze en 2015 avec la sélection. C'est clair. Je pense qu'ils ont apporté une étape à ce qui est la sélection. Et quand vous voyez aujourd'hui cette sélection avec cette qualification, est-ce qu'il y a de quoi espérer avec cette génération? Puisque là, on sent quand même les choses ont un peu évolué dans cette sélection. Il y a quand même un cadre qui est fait autour de l'entraîneur qui a les moyens de mettre en place sa politique. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça laisse des espoirs à la population? Et comment de l'extérieur vous voyez tout ça? Parce que c'est la première fois que vous voyez ici à Kim. Comment est-ce que vous voyez ça de l'extérieur? Pour moi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible de faire un beau parcours. Rien n'est impossible d'aller en finale, en demi, en quart. Ce sera des conditions différentes aux États-Unis, à des heures pour eux, je pense, compliquées. Je crois qu'il y a États-Unis, Mexique et Canada. Ouais. Donc je pense que rien n'est impossible. Et après, on a des joueurs de qualité quand même. Hein. On a d'énormes joueurs de qualité. Aujourd'hui, on n'a rien à envier à un autre pays d'Afrique. Après, il y en a qui sont quand même moins avancés, même si je pense qu'on est quand même. Mais aujourd'hui, sur quelques matchs, tout est jouable. Tout est jouable et très honnêtement, quand on arrive en Coupe du Monde après tant et tant d'années, je pense qu'il y a quand même une rage où les gars, il faut aller loin. Il faut aller loin. Les gars, il faut aller loin. Comment faire pour aller loin?
Il y a la liste qui sort dans pas longtemps, hein. Après, je On suis est pas tous- sélectionneur. On est tous, on a tous hâte de voir cette liste justement. Ouais. Aujourd'hui, l'impact de cette qualification, on dit que le français, les gens issus de France ont souvent des difficultés à venir à l'équipe nationale par rapport à ceux de la Belgique. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que on rappelle que votre frère, vous l'avez souligné ici, Ouais. il est venu en sélection en étant très Ouais, jeune. non, c'est clair. Il y a 18 ans de C'est ça. clair, c'est clair. Après, ça reste mon avis, hein. Mais je pense qu'en Belgique, la culture congolaise est plus forte qu'en France. Je pense qu'on va en Belgique partout, le Congo, il est présent. En France, c'est un peu moins. Même s'il y a quand même cette présence de, de Congolais. Mais je pense qu'en Belgique, la culture congolaise est plus forte. C'est un plus petit pays aussi. Donc voilà. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont fait Congo et qui sont arrivés en Belgique directement. Et ce qui a été très rare en France, quoi. Et comment vous expliquez justement qui est voilà, donc si je comprends bien, c'est justement le fait que le Congo soit lié à la Belgique. Parents belges d'origine Plus de congolaise, facilité à- ils ouvrent cette Bah, facilité. je pense, ouais. Je pense, ouais. Après, je sais pas, mais je pense. Il y a aussi ce truc où quand on voit les Liundama qui partent de Kiel et qui viennent en Belgique directement, Ouais. il y a une raison. Donc à part, comment il s'appelle, il y en a un qui était au Paris FC là, en Allemagne. Là. Si là, ça tombe pas. À part Silas, Ouais. j'en vois pas beaucoup qui ont fait Congo, Ouais, Congo, justement, France Congo, directement. France, voilà. Ouais, donc ouais, non, je pense que il y a une liaison avec la Belgique qui est forte. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui fait que beaucoup de Congolais belges viennent en sélection plus rapidement que les Français. Justement, merci beaucoup. Il nous reste moins de 5 minutes avant de conclure justement cette émission. Une dernière question. Simon Ndanda, vous êtes à Kinshasa, vous voyez du potentiel à Kiel. Est-ce que de l'extérieur, vous pouvez avoir de mots à dire par rapport à ce qui se passe chez vous? À comparer les infrastructures de là-bas et d'ici, il y a quand même une grosse différence. Sportif ou de la vie? Sportif, bien sûr. J'ai pas vu beaucoup d'infrastructures de clubs au Congo. Il y a aussi ce manque de moyens aussi. Je pense que les moyens qu'ont les clubs français ne sont pas les moyens qu'ont les pays d'Afrique, même s'il y en a certains qui sont bien avancés. Mais c'est comme la sélection, il y a un début à tout. Et comme je vous ai dit, la sélection a commencé avec Parfait, Youssouf, où c'était très dur la sélection, où limite ils payaient leur billet d'avion seuls, où maintenant on va en Coupe du Monde et qu'ils ont des cadeaux extraordinaires pour leur qualif. Ouais. Et ça va être pareil pour le Congo au niveau des clubs et des infrastructures, je pense. Après, voilà, faut aussi que nous puissions venir aussi partager nos idées, partager ce qu'on voit en France pour aider les clubs ici à avancer, même si je pense qu'il y a quand même des gens compétents, il y a quand même des coachs compétents ici. Donc c'est partager les bonnes choses et être unis, être soudés sur nos idées pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse créer des filières comme Jambar qui font avec certains clubs, comme l'académie Jeanne d'Arc au Sénégal. Ouais, voilà, c'est comme les académies en Côte d'Ivoire, ça va venir. Vous étiez en Côte d'Ivoire, Ouais. vous avez vu ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on peut adapter, nous, le Congo, est-ce qu'on peut adapter ce qui se passe là-bas? Parce que là-bas, ils sont quand même un petit peu avancés sur le plan du football de jeunes. ouais. Après, bon, ce qui est sûr, c'est que chez nous, c'est pas la place qui manque, parce qu'on a quand même de la place. Ouais. Et après, c'est de faire les choses. C'est de faire les choses. Aujourd'hui, on est en Coupe du Monde, on se doit d'avoir des joueurs de top qualité. Et aujourd'hui, je pense que si le Sénégal est à ce niveau-là, c'est que très tôt, ils ont tout mis en œuvre pour que les jeunes soient bien encadrés. Parce que je pense qu'ils se connaissent tous depuis des années. Ouais. Donc à un moment donné, c'est ce qui fait leur force. On a presque du mal à croire que Sadio Mané, il est issu du Sénégal. Il n'est pas de l'extérieur. Ouais, mais c'est clair, c'est vrai.
mais parce que il a été dans des structures carrées depuis un moment. Et je pense que c'est ce qui nous manque. aussi. C'est ce qui nous manque C'est aujourd'hui. ce qui nous manque, je pense aussi. Je pense que c'est ce qui nous manque. Eux, ils ont de la compétition. Partout dans les tournois en France, il y a des pays sénégalais, il y a des académies sénégalaises, il faut qu'il y ait des académies congolaises aussi. Et comment avoir des académies congolaises? Faut se retrousser les En tout manches. cas, il faut le dire en lingala parce que le message est important, il est très important. Hein, comment faire pour avoir de bons... Est-ce que le nom demandant peut permettre à ce qu'il y ait une académie ici au Congo? Est-ce que c'est possible? Parce que les Congolais, jeunes talents, mais ils ne sont pas encadrés. Vous, de l'extérieur, est-ce que vous avez montré qu'il y a de quoi mettre en place pour permettre à ces jeunes qui sont en train de suivre cette émission d'espérer et de pouvoir vivre de leur passion? Comme moi je vous ai dit, aujourd'hui je viens découvrir, je viens observer, rencontrer des gens, échanger avec des gens. Moi tout seul, j'y arriverai pas. Même les 4 frères. Hein. Nous seuls, on n'y arrivera pas. Il faut avoir du monde autour de nous, du monde avec nous, pour qu'on puisse avancer. Et ça, je peux dire moi seul, je peux dire aussi la famille de Kebano, la famille de Tisserand, tous unis, on arrivera à faire des choses. Mais il faut qu'on aille tous dans le même sens. Parce qu'on a été formés en France, on connaît les formations françaises, donc qu'on aille tous dans le même sens et qu'on puisse déjà aider et déjà mettre de la visibilité à ces jeunes-là. Parce que demain, si j'arrive à créer une détection et ramener 2-3 clubs français ici à Kinshasa et qu'ils puissent en prendre un ou deux, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, déjà de créer quelque chose de comme ça. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose comme ça d'ici 3, 4, 5, 6 mois ou une année? On peut espérer? Question de curiosité. Déjà, il faut que je revienne déjà. Il faut que je revienne. Il faut que je fasse le tour aussi parce que je pense que... Ah, le football n'est pas qu'à Kinshasa. Le football n'est pas qu'à Kinshasa. Il y a tout le Congo. Exactement. Le Congo, il est très grand. Exactement. Il faut que je fasse le tour. Il faut que je vois où est-ce que je peux faire ça, quand je peux faire ça. Il y a plein de paramètres à prendre en compte avant de se lancer dans ça. Mais moi, de toute façon, c'est dans mes idées d'un moment donné faire quelque chose, mais il faut le faire bien. Donc si je commence quelque chose, c'est pas pour le faire à moitié. Il faut le faire bien. Donc avant de le faire bien, je peux pas aussi non plus ouvrir une détection à tout Kinshasa. Celui qui veut, il vient, non. Il y a une sélection à faire. Voilà. On ne va pas déplacer des gens pour perdre leur temps. Quoi. Voilà. Donc il y a une sélection à faire. Et voilà, je ne sais pas comment je vais faire le truc, mais pour l'instant, je suis en observation. Je vais regarder, je vais échanger. Il y a aussi des accords à avoir avec certains, parce que on n'est pas en France, hein, on fait pas ce qu'on veut. Il y a des assurances à prendre, il y a plein de formalités. Donc déjà, quadriller un peu tout ce qu'il y a à quadriller autour et ensuite voir. Donc dans les 6 mois, je pense que c'est pas possible, mais dans les années à suivre, je pense qu'il y a des choses à faire. Merci, nous sommes arrivés à la fin et comme je l'ai dit, il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde dans un mois. J'aimerais que tu lances un message à tous les Congolais, mais en lingala. En lingala, puisque la Congolais basé Belé, hein, comme on l'a dit, il y aura beaucoup de gens qui vont suivre cette émission, beaucoup de Congolais surtout, et qui ont espoir justement, et qui ont pu peut-être rêver de te voir en sélection. Et Rose a peut-être une occasion de leur dire que ce n'était pas de ta faute, hein, de ne pas avoir honoré la sélection nationale quand on t'avait fait appel. Est-ce qu'il y a un message particulier à adresser et aux joueurs et aux Congolais qui sont en train de suivre cette émission et nous allons en finir avec vous? Juste, comment dire, beau soutenir Mokonabiso du début jusqu'à la fin. Atato poli, atato beau soutenir Bango parce que football est à passe. Bagno Kamipo Bakendeti Coupe du Monde. Donc beau soutenir Bango du début jusqu'à la fin. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Rifi Mandanda, et surtout merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission du début à la fin. Le rôle à lobby, donc beau soutenir du début à la fin, et merci d'avoir été très nombreux
à suivre ce Sport Academy de cet après-midi. Cette émission, nous n'allons pas terminer justement sans pour autant saluer et remercier tous ceux qui étaient dans l'ombre pour la bonne marche de cette émission. Mais avant tout, je vais dire un grand merci à une personne que vous connaissez très très bien. Ludovic Corti. Ludovic Corti, il s'appelle Ludovic Corti, il est le président du FC Andondange. Nous sommes là en France, en Régional 1, je pense. En Régional 1, président de Ludovic Corti, merci beaucoup à vous. Et nous saluons également le berger Joël Mankindou, Joshua Bellini, Gelor Maccabi, Vin Bonyoma. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. Nous disons également merci à Maman Chantal, Jimmy Mboyi derrière la caméra. Il y avait également Fiston Dolo, Toutou Toumba. Et merci beaucoup à toute l'équipe technique de Sport 7 Télévision avec le coordonnateur Papi Toumba. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, restez toujours branchés sur Sport 7 Télévision. Bye bye.